Alors, bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « Dispositifs globaux et impacts locaux ». Je suis Magali Fricaudet, coordinatrice de la commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains de Cité et gouvernements locaux unis, qui cherche à promouvoir cette question de la démocratie participative au cœur de l'agenda des pouvoirs locaux et régionaux. Et nous avons l'honneur d'accueillir pour cette table ronde Monsieur Léry, qui est le président de la Commission nationale française du débat public, Maïmouna Walahi Salek, qui nous vient de Mauritanie et qui est journaliste indépendante et qui va nous parler aujourd'hui au titre de l'association Biodiversité, avec un C comme cité. Et puis Dominique Olivier, donc, vous connaissez parfaitement, qui est donc la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors on va se poser aujourd'hui la question un petit peu de l'échelle de la participation, comment dans un monde où les enjeux sont globaux et notamment ceux du changement climatique, comment assurer la participation des citoyens, des personnes dans ces grandes décisions qui concernent les enjeux planétaires. C'est vrai qu'on est citoyen finalement de son quartier, son village, de sa ville, de son pays et du monde. Comment finalement changer d'échelle et conduire des dispositifs de participation qui aient un impact sur ces grands enjeux mondiaux. Alors je vous propose de commencer, on va du coup, la présentation d'aujourd'hui va porter sur le fameux débat planétaire qui a eu lieu autour de la COP21, en amont de la COP21. Dans plusieurs endroits du monde, et je vous propose de commencer par un petit film qui nous présentera cette initiative avant de laisser la parole à Monsieur Léry. Vous allez, mesdames et messieurs, les citoyens d'Île-de-France, prendre part à un projet extrêmement ambitieux, mais aussi et surtout un grand projet mobilisateur. Une initiative humaine formidable. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de vivre la plus grande consultation citoyenne jamais réalisée à l'échelle du monde. The day is divided into 5 thematic sessions. First, citizens watch an information video, then they sit in groups for around 1 hour and discuss a set of questions. At the end of each session, they give their individual votes on their preferred policy options for a COP21 climate deal. Today the people of Afghanistan is so happy that share their idea with all over the world. Recently we have seen a lot of disasters which directly may not be linked to climate change, but people are becoming more aware. Ceux qui ont besoin. Donc on vous donne un Ce que j'ai retenu 2 mots, c'est liberté, c'est débat. Pour avoir un débat libre chez nous, culturellement, nous mettre entre 4 murs, ça n'allait pas fonctionner. It was a huge opportunity for me to actually come in and to make sure that my voice is heard in the international platform, and I felt that I could at least in some way make an impact on the decisions out there. The votes are then counted and reported to a web tool where they become available for immediate comparisons, one country to another, developed countries to developing countries, and so on.
C'est une grande première, c'est un symbole. La COP21, c'est aussi l'affaire des citoyens qui veulent participer aux décisions qui les concernent. La démocratie participative est en marche parce que l'avenir de la planète, c'est ce que nous en ferons. Aujourd'hui, nous faisons la preuve qu'il n'y a aucun sujet trop complexe qui ne puisse être partagé avec les citoyens du monde. Pendant 6 mois, ces avis citoyens vont être portés à connaissance, vont être mis en discussion, non pas pour qu'ils s'imposent, mais pour que les décideurs les entendent et enrichissent leurs décisions avec le point de vue des citoyens du monde. I am very thankful that COP21 is happening this year because it's a sign that the countries around the world see that there is a need for us to address the fact that we have not been doing what that we have promised to do. Climate change is one of the most pressing issues of our time. At the heart of meeting the climate challenge are questions about how to meet the needs of everyone in every country as the global population grows from 7 to 9 billion people or more. Participating in Worldwide Views is a great way to bring your voice to the conversation and give governments confidence to make the new climate change agreement strong and durable. Ce qui frappe, c'est l'extraordinaire enthousiasme des citoyens du monde qui, dans tous les pays, se sont exprimés. Des citoyens très concernés, impatients et volontaristes. 80% des citoyens considèrent que leur pays devait prendre des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si beaucoup d'autres pays ne prennent pas de mesures. Cette perception exprimée par les citoyens d'une solidarité à l'échelle du monde a une puissance exceptionnelle. This isn't a single group's issue. It's a whole world's issue. So the whole world should be represented. Bravo. Alors, Monsieur Léry, en tant que président de la Commission nationale française du débat public, vous avez animé ce dispositif immense. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu? Je présente une... Bien sûr. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour, de manière rapide, parce que le film a donné déjà pas mal d'informations sur cette opération, vous dire quelques mots. Donc, tout ça s'est passé sur une seule journée dans l'ensemble des pays du monde, de 6 juin 2015, c'est-à-dire à peu près 6 mois avant la COP 21 de Paris. Alors, cette initiative, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a 4 initiateurs. Le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, Madame Figueres, que l'on a vu tout à l'heure, qui est l'organisateur de la COP. Ensuite, le Danish Board of Technology, une fondation indépendante du gouvernement du Danemark, une agence, une société privée française s'appelle Mission Publique, et enfin la CNDP, dont j'ai déjà parlé ici, qui est une autorité indépendante en France. Ça, c'était un point très très important, parce que pour les négociateurs, notamment européens, il était important que cette initiative de donner la parole aux citoyens ne soit pas perçue dans ce qui était une négociation au niveau international, avec évidemment des enjeux très importants, qu'elle ne soit pas perçue, vue d'Inde ou de Chine ou du Brésil, comme quelque chose qui avait été organisé par des Européens pour soutenir la position ou du pays hôte, qui était la France, ou des Européens. Donc c'était très très important que ce soit organisé donc, par des organismes indépendants des gouvernements. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, donc cette initiative a bénéficié à la fois du soutien du président de la République française de l'époque, M. Hollande, des ministres de l'écologie, on l'a vu, du ministère des Affaires étrangères également, M. Fabius, qui était président de la COP, notamment via les ambassades de France dans le monde, pour trouver
des organisateurs locaux capables, évidemment dans chaque pays, vous avez vu que les 76 pays sont très divers, il fallait trouver des gens capables d'organiser une réunion, une journée entière avec 100 citoyens qui travaillent, qui délibèrent par table de 6, et donc il fallait évidemment une infrastructure assez importante. Et puis il y avait donc beaucoup d'autres partenaires, des régions françaises, mais également évidemment de Norvège, du Danemark et une grande entreprise française. C'est la seule grande entreprise privée qui a participé financièrement à cette opération. Une des plus grandes difficultés que j'ai eues d'ailleurs est de trouver les moyens financiers permettant de mener cette opération. Alors, ça marche ? Bon, alors là, vous avez une vue, effectivement, c'est de la formation, parce que pour organiser une opération, là, ce qui était important, c'est que ce soit rigoureusement la même méthode dans tous les pays du monde. Et donc, il fallait d'une part trouver des gens capables, comme Aïmouna, d'organiser ça dans chacun des pays, mais il fallait aussi les former. Et donc, il y a eu plusieurs séances de formation à Paris, il y en a eu d'autres d'ailleurs en Martinique, et puis également avec des web tools pour que chacun dispose vraiment de la même formation et que la rigueur de l'organisation était évidemment un élément tout à fait fondamental. Alors vous voyez la carte des pays qui ont participé, donc avec un grand nombre de pays d'Afrique, ça c'est un point, on parlait ce matin de l'Afrique, donc il y a eu une forte mobilisation des pays africains, effectivement, et donc le 6 juin, notre objectif n'était pas de faire un sondage d'opinion ou de recueillir un point de vue simplement de sondage, mais de donner la parole aux citoyens du monde qui réfléchissent une journée entière à partir de documents, on y reviendra dans un instant, très simples, très compréhensibles partout, y compris pour des gens non lettrés, ça c'est un point évidemment très très important, leur donner la parole pour, dans l'objectif évidemment, comme le disait Madame Figueres, de peser sur les négociations qui évidemment étaient menées par les États. Et donc il nous a semblé effectivement que tous les citoyens du monde sont pas au même niveau, évidemment, mais sont tous concernés par le changement climatique, et qu'il serait peut-être paradoxal qu'au-delà des négociateurs des gouvernements, mais au-delà également des débats qu'il y avait au niveau des régions et des grandes villes du monde, des grandes entreprises du monde, qu'il était important de connaître le point de vue véritablement des citoyens du monde. Bien, et donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, donc nous avons, il y avait des documents préparatoires, dont 5 vidéos, un document également qui était élaboré avec un comité scientifique où tous les continents étaient représentés, là aussi évidemment dans le souci que les questions ne soient pas orientées en fonction ou à la fois des points de vue, mais également des problématiques plus européennes ou plus d'un continent par rapport à un autre. Et donc, il y a eu ce travail très très important où donc, dans chacun des pays, on réunissait 100 citoyens représentatifs autant que possible de la population de ce pays, avec évidemment la parité, les différentes catégories d'âge et les différentes catégories socio-professionnelles. Et donc ensuite, les gens travaillaient par petits groupes de 6 ou 8, délibérés à partir de documents qui étaient fournis, et ensuite ils répondaient à 34 questions. Donc il y avait un vote à la fin de chacune des séquences. Les thèmes étaient les 5 thèmes de la négociation de la COP de Paris, et ensuite effectivement ils votaient. Alors vous avez une vue de quelques éléments pour montrer que c'était des documents extrêmement simples et extrêmement pédagogiques, des vidéos d'information qui étaient présentées. Alors vous voyez donc 76 pays, beaucoup de pays d'Afrique, des réunions qui sont tenues aussi bien en Afghanistan, au Burundi, en Iran, au Népal, juste après le tremblement de terre, également dans les territoires palestiniens, la Russie, la Chine, etc. Et également, bien entendu, en Mauritanie et au Québec, au Canada, à Montréal, mais Madame Olivier en parlera tout à l'heure. Et ensuite, donc, comme l'indiquait Monsieur Bechtet, immédiatement à la fin de la journée, donc la journée a commencé aux îles Fidji le matin, elle s'est terminée sur la côte ouest des États-Unis, il y a eu 4 débats aux États-Unis, et ensuite, immédiatement à la fin de la journée, il y avait sur le site internet du World Values, qui avait été
conçu au départ par les Danois, Danish Board of Technology. On avait les résultats immédiatement, où on peut recueillir et où on peut observer aujourd'hui, y compris dans au troisième sous-sol ici, comparer les résultats de chacun des pays ou de chaque groupe de pays. C'est-à-dire qu'on peut comparer les résultats des pays les moins développés avec les pays les plus développés, comparer les pays d'Afrique avec les pays d'Asie ou les îles du Pacifique avec les pays d'Europe, par exemple. Alors, quelques éléments, je ne vais pas insister sur les résultats puisqu'on en a dit quelques mots. Je crois que beaucoup ont été surpris par à la fois la lucidité et la clairvoyance du point de vue des citoyens du monde. Alors je ne dirai simplement que deux ou trois éléments. Qu'est-ce qu'ils ont dit de vraiment fondamental, les citoyens? Ils ont dit premièrement, l'avenir de la planète est pour nous une priorité. Vous voyez, 80% des citoyens se sentent très concernés par les changements climatiques. Deuxième chose qu'ils ont dit, nous ne pensons pas que lutter contre le réchauffement climatique serait une atteinte à notre qualité de la vie. Au contraire, les 2/3 des citoyens du monde pensent que c'est une opportunité pour améliorer la qualité de la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément perçu de manière aussi claire, peut-être, par les gouvernements d'un certain nombre de pays. Troisième observation, je crois qu'il est aussi très, très important. Près de 80% des citoyens considèrent que leur pays devrait prendre des mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si beaucoup d'autres pays ne prennent pas de mesures. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, je crois, de très, très important. On pourrait imaginer qu'effectivement, dans certains pays qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes de développement, qu'ils disent que les États-Unis, l'Europe et la Chine prennent des mesures, et ensuite, quand les efforts seront faits par ces pays qui ont le plus de gaz à effet de serre, effectivement, consomment le plus de gaz à effet de serre, qu'ensuite, effectivement, nous pourrions nous y mettre de notre côté. Donc, on voit que ça n'est absolument pas le point de vue des citoyens. Donc, ça, c'est un point également, je crois, qui est assez remarquable. Près de 80% considèrent que les programmes éducatifs devrait être l'outil privilégié pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le troisième point également, ou le quatrième point qui est important. Et un point également très clair, c'est que les citoyens disent c'est bien de prendre des engagements, puisque, comme vous le savez tous, l'accord de Paris a été un succès, mais c'est encore mieux de vérifier que les engagements pris par les États sont tenus. Et donc, 90% des citoyens demandent que chaque année, il y ait un rapport qui soit fait dans chacun des pays du monde pour voir quels sont les résultats et quels sont les progrès qui sont réalisés. Voilà, alors ces résultats dans cette opération ont été faits, je le disais, à peu près 6 mois vers la COP de Paris pour permettre effectivement d'avoir le temps de diffuser ces informations. Donc ces résultats ont été présentés aux négociateurs lors d'intercessions de la COP qui se tiennent à Bonn à plusieurs reprises, dans le cadre également ou en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis il y a eu un certain nombre d'événements auxquels des gens ici ont participé pendant la COP 21 de Paris. Et ensuite nous avons tenu une réunion lors du sommet pour le gouvernement, du partenariat pour le gouvernement ouvert à Paris en décembre 2016 sur ces sujets. Alors, je ne sais pas, il est assez difficile, évidemment, de répondre à la question quel est l'impact qu'a eu ce débat sur les négociations. Je pense que personne ne peut le dire. Ce que l'on peut néanmoins dire, et je dirais ça en conclusion, c'est que l'accord de Paris, dans son préambule, indique que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et affirme l'importance de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l'accès de la population à l'information et à la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées par le présent accord. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que cet accord a mis en lumière l'importance pour tenir les engagements, qu'il y ait une forte mobilisation de l'ensemble des territoires, évidemment des collectivités, parce que c'est souvent au niveau du terrain, effectivement, et je pense qu'il y a ici une diversité de collectivités, c'est au niveau du terrain très souvent que les mesures les plus concrètes et les plus opérationnelles sont mises en œuvre, mais également qu'il y ait un contrôle de l'ensemble des citoyens du monde pour s'assurer effectivement que cet accord
que cet accord soit une réalité, et on voit bien à travers les changements climatiques, y compris au Canada et au Québec, effectivement, que ces changements climatiques sont bien réels et qu'il est nécessaire, effectivement, que l'ensemble des peuples de notre planète se mobilisent pour y faire face et prendre des mesures encore plus ambitieuses peut-être que celles qui ont été prises à Paris. Voilà, alors si vous allez en savoir plus après cette séance, il y a d'ailleurs les résultats de chacun des pays. Vous pouvez consulter à la fois des toolkits au niveau -3. Merci à toutes et à tous. Merci Monsieur Léry de nous avoir présenté ce processus aussi mené avec beaucoup de rigueur. J'imagine que ça a dû être un travail colossal. Alors justement, Maïmouna, comment ça s'est passé, vous qui avez coordonné l'organisation de ce débat planétaire au niveau de la Mauritanie? Quelles sont les tendances que vous avez observées? Comment a été l'accueil du public? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je vais vous faire une présentation. J'espère que je ne serai pas long. Alors, salam alaikum, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Et voilà, lorsque, au cours d'un cocktail en fin mars 2015, le chargé culturel de l'ambassade de France me pose la question: Maïmouna, est-ce que tu peux organiser un débat citoyen, rassembler 100 citoyens qui reflèterait la diversité démographique, sociale, culturelle, professionnelle de la Mauritanie en une journée, et qu'ils puissent s'amuser à faire 3 exercices qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, c'est-à-dire réfléchir, discuter et décider sur les enjeux du climat et de l'énergie. J'ai tout de suite dit oui, avec une peur dans le ventre, que j'ai gardée pendant 3 mois, parce que c'était un véritable challenge. C'était des citoyens lambda, donc que je ne connaissais pas, que je devais recruter dans la rue, de parfaits inconnus, les informer, les mettre tous au même niveau d'information, pour qu'ils puissent ensemble discuter avec des personnes qui ne connaissent pas, autour de table avec des âges différents, des femmes et des hommes, ce qui n'est pas souvent dans notre culture, mélanger les hommes et les femmes pour qu'ils discutent sur une scène publique. C'est quelque chose de nouveau. Donc, mais c'était vraiment important pour moi de voir comment les citoyens allaient concevoir cet exercice, comment ils allaient, ce qu'ils allaient comprendre, ce que moi je ne comprenais pas bien à l'époque aussi. J'avoue que quand on parle de COP, COP c'est la conférence des parties des Nations Unies, c'est quelque chose que j'avais visité en 2009 au Danemark, et pendant 15 jours je n'arrivais pas à comprendre ni à me retrouver, j'étais tout le temps perdue, et donc j'ai dit bon, on va essayer ça. Et donc heureusement que je n'étais pas seule, parce que toute seule je n'aurais pas réussi à le faire. Donc, je coordonnais l'activité avec 2 autres partenaires, l'Association des maires et parlementaires du Gorgol. C'est une région en Mauritanie qui a été soutenue par la région Centre Val-de-Loire, et une ONG, RIM Youth Climate Movement, une association de jeunes, très engagés, très dynamiques. Et on avait bénéficié du soutien de l'ambassade de France, du ministère français de l'écologie, de la Commission nationale du débat public français, et techniquement du Danish Board of Technology, donc des Danois qui avaient mis en place toute une méthodologie très complexe, très difficile, mais aussi très concluante. Et Mission Publique, une association française qui était là pour faire le facilitateur. Et tout de suite, donc, après ce cocktail, une semaine après, on était déjà autour des webinaires. Donc là, j'ai tous mes partenaires que vous pouvez voir. Donc en bas, ceux qui ont soutenu financièrement, moralement, techniquement. Là, donc, c'est la carte pour vous montrer la Mauritanie. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve la Mauritanie, c'est quelque part entre le Sénégal et le Maroc. Je vais vous montrer sur un pointeur. Hop. Voilà, comme ça ne sera pas que du virtuel. Et parti. Oui, je fais en arrière, mais ça n'avance plus, ça ne recule plus. Pardon. Oh. Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça bloque. Non. Bon. Alors, c'est quelque part entre le Maroc et le Sénégal. On ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est un très beau pays. 4 millions d'habitants, beaucoup de sable, des chameaux, du lait de vache, du chmichoui. Bon, bref. Et voilà. Non, ça c'est le mien, ça c'est le leur. Le mien. Oui, ils sont en train de le faire. Alors, donc, on a commencé tout de suite avec des webinaires. Webinaires, ce sont des exercices, voilà. Mais vous allez retrouver. La carte, on a dépassé, oui. Okay. Vous voulez la carte? Vous voulez voir? Allez. La Mauritanie, c'est là. Et il y a deux, parce qu'il devait y avoir 2 débats. On était 2 à nous inscrire sur la plateforme. Donc, l'Association des maires et parlementaires du Gorgol et l'ONG Biodiversité que je représente. Donc là, vous voyez 2, ça veut dire qu'il y avait 2 débats citoyens organisés dans le pays. Voilà, donc c'est ça la Mauritanie, ce beau pays de 4 millions d'habitants. Et voilà, donc on a commencé tout de suite avec des webinaires, donc par Internet, donc par le net. On avait suivi des séminaires organisés par Mission Publique pour comprendre la méthodologie. Et puis on a été à Paris pendant 2 jours. Donc ça, ce sont les webinaires, donc pendant tout le mois d'avril. Le mois de mai, on a été à Paris pour encore bien comprendre la méthodologie. Donc c'était très important. Donc ça, c'était tout le groupe. Et sitôt arrivé à Nouakchott, j'ai commencé à constituer donc les équipes. Donc une équipe de 36 membres avec des facilitateurs, des recruteurs, des encadreurs. Il fallait vraiment mobiliser une bonne équipe pour être sûr du résultat. C'était pas très facile. Mais on est arrivé, on a préparé les outils donc, envoyés par le Danish Board of Technology, mais qu'on a dû traduire en arabe. Et surtout, ce qui était très important, c'est que 42% de la population en Mauritanie, à peu près, hein, peut-être un peu moins, un peu plus, sont analphabètes. Donc, il fallait quand même ingurgiter un document de 37 pages, de 42 pages, pour être au même niveau que les autres. Donc, on a eu cette idée. C'est pour ça qu'on nous trouve génial et qu'on nous invite partout, c'est qu'on a enregistré ces documents sur une carte mémoire que n'importe quel téléphone portable, le petit chinois, là, peut écouter. Donc on l'a enregistré en arabe et en français. Malheureusement, on aurait dû le faire en langue nationale parce qu'on a d'autres cultures, mais on n'avait pas le temps. Et c'était ça un peu la petite frustration, mais la prochaine fois, on va régler ça. Donc tout le monde pouvait écouter, même ceux qui ne les maîtrisaient pas bien, même ceux qui sont alphabétisés. Ensuite, on a tenu à organiser ça dans un cadre typiquement local. Sous la Khaïma, c'est la tente du désert. C'est le domicile en fait du Mauritanien commun, c'est ça. C'est ouvert partout, il n'y a pas de porte. Donc là, on a caché parce que c'est la Khaïma Catering, c'est là où se prépare à manger. Mais vous allez voir les autres, c'est ouvert. Et mettre des citoyens dans un espace fermé, entre 4 murs, sur une table, une chaise, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça peut être guindé. Et donc je me suis battue pour avoir cette dérogation, parce qu'à Mission Publique, ils ne comprenaient pas bien pourquoi je devais faire ça là. Donc on a dépassé le bus de la commune. Bon, c'était pour dire que la commune quand même nous a aidés, grâce à elle, pour ramener les citoyens qui habitaient très loin. Le transport public n'est pas au top en Mauritanie. Donc c'était... Mais à 7 heures, le jour J, tout le monde... Bon, ça a bugué, hein, excusez-moi. C'est peut-être le sable que j'ai ramené avec moi de Mauritanie, mais ça bug encore. Est-ce que vous pouvez faire avancer? Et voilà, donc à 7 heures, tout le monde était là. Ceux qui étaient en retard, bizarrement, c'était 2 universitaires. Donc ceux qui étaient censés respecter l'heure, ce sont eux qui sont venus en retard. 9 heures, les grilles étaient déjà fermées. Donc on a installé tout le monde, on a essayé de mettre de l'ambiance. Il faut être joyeux, comme le disait Monsieur Jardin aujourd'hui. Il fallait une bonne ambiance. On l'avait pour briser la glace. Donc on avait vraiment réussi le challenge, le défi, que personne n'y croyait, surtout les gens du gouvernement, qu'on allait réussir à rassembler 100 citoyens lambda, vraiment représentatifs de toute la Mauritanie. On a invité des observateurs pour toute la journée. Donc des journalistes, des centres de recherche, donc des think tanks,
des sociologues, etc. Le ministère est venu ouvrir la journée. Ensuite, on a fait l'appel pour voir que les 32 participants qui venaient du Gorgol, donc de 600 km quand même de la capitale, étaient bien répartis. Donc, ils sont là, tout heureux de participer. On a dit où sont les gens du Gorgol, donc tout le monde levait la main. Et voilà. Donc, ensuite, on était aussi connectés, même si on était sous une Haïma, vraiment avec des outils de nouvelles technologies impeccables, en Skype avec le centre à Paris, avec la région italienne, bon, pardon, j'ai oublié le nom. Et ensuite, on a eu aussi beaucoup la visite des partenaires au développement. Là, on voit l'ambassadeur de France, le représentant de la coopération allemande, l'Union européenne, le programme des Nations Unies au développement. J'étais vraiment curieux de voir cette première expérience de démocratie participative. En parenthèse, c'est un pays démocratique sur le papier, mais vraiment ouf. Autrement, c'est pas ça. Alors, l'exercice, la journée a commencé avec une vidéo, donc 5 vidéos par thématique. Tout le monde regarde la vidéo, en arabe d'abord et en français, pour que tout le monde, ensuite, pendant 40 minutes, chacun devait, autour d'une table, parler, donner son opinion, écouter aussi l'autre. Il y avait des facilitateurs pour permettre à ce que chacun prenne la parole et que aussi des fois sert de traducteur parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas peut-être très claires. Donc vraiment, donc il y avait ce débat pendant 45 minutes. Ensuite, individuellement, chacun devait répondre à des questions, donc des questions, des formulaires avec des questions à réponses multiples. Donc coché, et là je suis retournée en arrière, j'espère que ça n'a pas bugué, c'était juste pour montrer aussi comment on mange chez nous, c'est important comme chez les Français, donc comme le disait hier la région, j'ai oublié les noms, pardon. Donc aussi c'est important chez nous de manger, donc on mange ensemble, comme vous pouvez le voir, on a mangé du méchoui, c'était vraiment très convivial, à la main bien sûr, et voilà, donc chacun donnait son point de vue, ensuite les bulletins étaient récupérés à la fin de chaque séance et tout de suite donc enregistrés. Il y avait des techniciens qui saisissaient les réponses qui étaient transmises au Danemark, tout de suite traitées. Et à la fin de la journée, tout le monde pouvait voir les résultats. Donc ça, ce sont les 5 thématiques qui étaient débattues. Importance de lutter contre le changement climatique, les outils quels sont les outils les meilleurs outils, etc. Bon, vous pouvez voir tout ça sur Internet, sur le site du World Wide Views, le débat citoyen planétaire. Et ensuite, moi, j'ai choisi, juste à titre de comparaison, ça c'est après les titres. Donc les résultats ensuite étaient analysés et on a dû nous restituer. Là, vous avez le président de l'association des maires du Gorgol, de l'association des maires parlementaires des élus. On a fait des petits, vous voyez, des documents traduits en arabe et en anglais, en français, des résultats analysés. On a fait une restitution, donc ça c'est le gouvernement, les parlementaires, les élus. On a ensuite restitué à Paris, vous voyez, je suis en rouge, M. Léry est là, avec Mission Publique, le Danish Board. On a restitué aussi la zone verte, ouverte au public, et la zone bleue restreinte aux autorités. On était là encore pour parler. Là, c'était intéressant parce que la thématique, je vais revenir un peu en arrière, là, dans la zone ouverte aux citoyens français, donc tout le monde témoignait pour l'engagement des citoyens dans le débat planétaire et tous ont exprimé leurs attentes, c'est-à-dire des engagements forts des États, voilà, des gouvernants, c'est ce qu'ils attendaient de cet exercice-là. Ensuite, dans la zone bleue, on a discuté plutôt de... Alors, quel avenir pour la participation citoyenne dans le débat planétaire? Et on s'est posé la question, est-ce qu'un gouvernement citoyen verra le jour, un jour, dans ce monde? Ensuite, je me suis amusée à voilà, là, c'est le profil des participants. On a donc 27% qui ont moins de 24 ans. Oups. Pardon, je vais revenir en arrière, c'est important. C'est parti. Ah non, j'avance, pardon. Je ne conduis pas très bien. Alors, donc, vous voyez les profils, on avait entre 25-44 ans, on avait 61%. Donc, c'est pour voir juste que
Et là, ce qui est en foncé, bleu foncé, c'est en Mauritanie, et par rapport au reste du monde, c'est le bleu clair. Donc ça, c'est un exemple des résultats que vous pouvez consulter, voir les profils de chaque pays qui a participé. Vous pouvez voir aussi par rapport je devais avoir autant de femmes que d'hommes, mais j'ai réussi à avoir 48% de femmes, c'était pas évident, parce que comment nous on a procédé, on a fait d'abord des spots à la radio et à la télévision pour en parler, et on a donné un numéro de téléphone que quelqu'un pouvait appeler, et nous on rappelait, et on expliquait la démarche, on disait est-ce que ça vous intéresse, qui vous êtes, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit un homme politique ou bien très engagé politiquement, il ne fallait pas que ce soit un membre d'une association aussi, engagé dans le climat pour ne pas biaiser le débat. Il ne fallait pas que... voilà, on est quoi d'autre? Oui, j'ai oublié. Bon, bref, c'était en 2015. Il y avait quand même un profil et on avait une base de données. Donc, au bout de 3 jours, lorsqu'on a vu les gens qui ont appelé, on a vu qu'il n'y avait que 10% de femmes. Et on a paniqué et on a dit comment faire pour avoir plus de femmes. Et on a dû, parce qu'on avait 3 méthodes de recrutement, le marché, il y avait celle-là, la radio, et il y avait le marché, donc il y avait des jeunes qui partaient, des étudiants dans les marchés, les centres de rencontres, les cafés, etc., les terminus de bus, etc., pour donner, distribuer des petits flyers et expliquer est-ce que vous voulez participer au débat, inscrivez-vous, appelez à ce numéro, etc. Au bout de 3 jours, on s'est retrouvé avec 10% de femmes et on a vraiment... Et on a procédé à une 3e, c'est effet boule de neige. Donc chacun de nous, chaque femme, devait contacter 10 femmes de son entourage et je devais choisir différents âges. Et voilà, donc chaque 10 femmes de notre équipe, etc. Et finalement, on est arrivé à 48%. C'était un record, à mon sens. Par rapport au reste du monde, vous voyez, il y avait 49% par rapport au reste du monde et 39% en Mauritanie. Alors, ensuite, je me suis amusée à comparer un peu les citoyens québécois et les citoyens québécois. C'est pas la ville du Québec, hein, c'est le Québec et la Mauritanie. Et donc, je voulais voir comment est-ce qu'il y avait un même niveau de perception, de réflexion, de préoccupation. Et j'ai trouvé que les Mauritaniens et les Québécois étaient vraiment très concernés, préoccupés par les conséquences du changement climatique. Donc ça, au moins, on est convergents. On va diverger un peu là. J'ai choisi celle-là. Non, ça c'était le monde, pardon. Ça c'était le monde par rapport au monde. Et là, c'est par rapport au Québec. Donc au Québec, même tendance. 80-86. Là, on va diverger. C'est pas ici. Donc voilà, là, on est toujours convergent. Selon vous, lequel des outils est plus adapté pour la réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre? On est tous d'accord, et aussi avec le monde, que les programmes éducatifs sur le changement climatique destinés au grand public, c'est le meilleur moyen. Canadiens et Mauritaniens sont d'accord. Ensuite, où est-ce que je devais être? Là, on n'était pas vraiment... Voilà, là où on était, mais ça, c'est un niveau d'éducation. Nous, on est très peu éduqués par rapport à ici. Donc, selon vous, est-ce que les mesures de lutter contre les changements climatiques sont une atteinte à la qualité de votre vie? En Mauritanie, on pense que 39% pensent que oui. Alors que 9% de Québécois pensent que non. Alors que les Québécois pensent que c'est plutôt une opportunité pour améliorer la qualité de vie. Voilà. Ensuite, j'ai choisi quoi d'autre? Voilà. Et ça, c'est un message fort de confiance pour les villes, pour vraiment une attente de décentralisation chez vous et chez nous. Est-ce que les villes devaient avoir accès au financement du fonds vert, parce qu'il y a un fonds vert pour le climat, et pas seulement pour les gouvernants. Donc vous voyez, on a beaucoup moins confiance dans les gouvernants et on a plus de confiance dans les villes. J'ai aussi... alors oui, et ça c'est ce qui est très important. J'en profite pour vous dire que
le résultat de notre débat n'a pas du tout influé sur la décision du gouvernement. Ils étaient déjà engagés dans la négociation. Ils n'ont pas tenu compte, n'ont même pas lu les résultats ni rien. Mais ce qui était intéressant, c'est que le processus de dialogue que les citoyens ont découvert ce jour-là, ils l'ont trouvé génial. Et jusqu'à présent, je suis toujours contactée par des citoyens, par des associations, par des qui me posent la question, est-ce qu'on ne peut pas refaire la même chose, mais pour les questions qui nous concernent? Parce qu'on a énormément de passifs dans notre pays humanitaire. On a vu une guerre avec un conflit avec le Sénégal. On a des petits conflits entre nous parce qu'on a plusieurs cultures. Donc on a vraiment beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et tout le monde se dit, ça c'est vraiment un outil pour qu'on puisse parler entre nous, pour qu'on casse ces barrières, ces murs, ces incompréhensions et potentiellement donc prévenir les conflits parce qu'on est vraiment assis sur des bombes en Mauritanie. Alors, voilà. Donc, pensez-vous que, voilà, le processus, vous voyez, en Mauritanie aussi, dans le monde, ils sont tous d'accord que le processus, ce processus-là du dialogue planétaire est vraiment important pour traiter d'autres sujets. Et l'autre question, bon. Ah, nous, on a, j'avais prévu de ramener le document pour le mettre à disposition, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Donc ça, c'est les résultats. Quelques résultats, mais voilà, la recommandation est forte pour ce genre d'exercice dans notre pays, vraiment parce que la démocratie, on est encore à des années-lumière. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver ça dans le document. Là, ce sont les références. Vous pouvez trouver donc le site pour les résultats. Vous avez le débat citoyen planétaire mauritanien pour nos résultats. Vous avez le contact de plusieurs partenaires. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, je reste à votre disposition. Ah oui, on n'a pas répété cet exercice en Mauritanie après 2015, mais on est en train de le répéter au niveau régional dans 7 pays, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Cap-Vert, dans le cadre des océans, c'est le partenariat régional côtier et marin. On va essayer de faire cet exercice-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Maïmouna pour cette présentation vivante et très encourageante. Alors Dominique, comment ça s'est passé cette consultation au Québec ou au Canada finalement? Alors, moi aussi, un peu comme Maïmouna, hein, j'ai rencontré, je pense que c'était un vendredi après-midi, M. Léry dans son bureau, et il m'a dit, il faut absolument, Madame Olivier, que vous participiez au débat citoyen planétaire. Et je suis revenue et j'ai dit à mon équipe, on m'a parlé d'un truc génial, mais je ne sais pas trop comment on va pouvoir le rentrer dans nos mandats. Je vais peut-être aller chercher la petite manette. Mais comme vous le savez, nous, à Montréal, nous sommes l'Office de consultation publique de Montréal, donc on s'intéresse à des sujets qui sont généralement des sujets locaux. C'est plus des questions directes. Et on trouvait qu'on était peut-être un peu loin de notre mandat, tout en se disant nos citoyens sont sûrement très intéressés aussi à entendre parler du débat citoyen. Et à un moment où je m'apprêtais à dire à M. Léry, ben, je suis désolée, M. Léry, ça nous intéresserait, mais on ne pourra pas participer. On a entendu, en écoutant les débats du conseil municipal, que le droit d'initiative citoyen, qu'il y avait un droit d'initiative citoyen qui est entré en vigueur sur la question de la réduction de la dépendance des Montréalais aux énergies fossiles. Et ça nous a permis, ce contexte-là nous a permis, à titre de pré-consultation, pour commencer à mobiliser la population, d'utiliser le débat citoyen planétaire pour le faire. Ça a été un exercice, je dirais, fort agréable, fort intéressant. Quand j'entends Maïmouna, je me rends compte que dans le quotidien, on a des moyens et on n'est pas conscient des moyens qu'on a parce que pour nous, on avait finalement un employé à temps plein, non pas 4-5. On n'a pas eu à faire beaucoup de publicité. On a plus utilisé les médias sociaux pour faire notre recrutement et les listes qu'on avait déjà
déjà à l'OCPM et les organismes qui avaient demandé ce fameux débat. Mais comme vous, on était un peu aux prises au fait qu'il y avait un profil quand même, il fallait que le profil des participants soit représentatif du profil de la population, ce qui éliminait une grande partie des demandeurs de la consultation pour le droit d'initiative. Alors, ça s'est très, très bien passé. Nous, on a utilisé des votes électroniques, etc., un peu comme tout le monde. Tout à l'heure, dans la photo de M. Léry, on pouvait nous voir en train de faire les maisons et on a utilisé des jeux un peu pour agrémenter la journée et changer l'atmosphère, mais c'était très intéressant. Mais ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, c'est surtout des suites que ça a eu cette consultation-là chez nous. Et je trouve que ce que Maïmouna a présenté, en fait, sur les différences entre le Québec et la Mauritanie sont très, très, très parlantes. Dans notre cas, les citoyens à Montréal, il y a eu 2 débats qui se sont faits, un à Montréal et un autre dans une ville ontarienne, je ne me souviens plus laquelle, mais déjà là, il y avait des différences qui étaient marquantes entre les résultats qu'on a vus et qui assoient au fond la différence montréalaise par rapport à notre vision du développement et du développement de la planète. Donc, c'est intéressant d'avoir pris le Québec et non pas le Canada dans ce sens-là. Et ça me permet de vous parler un peu de... Est-ce que ça va fonctionner? On va souffler le sable, peut-être? Voilà, du droit d'initiative. En fait, comme je vous ai dit, nous, on l'a inscrit dans le droit d'initiative et c'est ce dont les citoyens se sont servis, au fond, pour se réapproprier des résultats et pour pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce que le droit d'initiative? Le droit d'initiative, c'est aller... Le droit... Bon, c'est parti. Je vois que ça ne recule pas facilement, ce truc. Hein? Voilà, donc le droit d'initiative, c'est un outil qui permet aux citoyens de s'impliquer activement en proposant à la consultation publique des idées, des orientations, des propositions constructives et mobilisatrices ou des projets qui leur tiennent à cœur et qui sont d'intérêt public. C'est inscrit dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Donc, ça veut dire que c'est un droit qui peut être utilisé par tous les citoyens, finalement. Et il faut 15 000 signatures pour demander une consultation métropolitaine sur un sujet d'intérêt métropolitain, ou enfin montréalais, qui concerne toute la ville, et entre 1 000 et 5 000 signatures si ça concerne simplement un arrondissement. Vous voyez ici le groupe qui a demandé le mandat, et le mandat, c'était tenir une consultation publique sur des initiatives concrètes, ambitieuses, réalisables que la Ville de Montréal pourrait mettre en œuvre afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Ce qui, pour nous, a été particulièrement intéressant, et c'est intéressant de voir comment le débat citoyen planétaire a servi de déclencheur à la réflexion d'un très grand nombre de Montréalais. Ce qui a été pour nous, je dirais, majeur, c'est le fait que le maire allait participer à la COP, le maire de Montréal allait participer à la COP 21 dans le cadre du sommet des 1000 maires. Et il a pu quitter, on a pu entreprendre un processus de consultation qui nous a donné un premier objectif donné par les citoyens en marge de la conférence de Paris, c'était de dire au maire de Montréal, avant de prendre des engagements, voilà ce que les citoyens pensent de ces sujets et voilà ce que tes citoyens de la ville de Montréal sont prêts à faire pour mettre en œuvre les différents projets qui sont dans la COP. Donc, pour faire notre consultation, nous, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait appris, de l'expérience apprise dans le débat citoyen planétaire, en ce sens qu'on s'est dit, il faut mettre en œuvre des activités que tous les citoyens sont capables de faire et assurer que tout le monde puisse contribuer à partir d'un langage commun, d'un vocabulaire commun. Donc, on a fait une méthodologie, en fait, en 4 étapes, qui avait une plateforme de consultation en ligne, un marathon créatif, qui était une façon de rejoindre le milieu de l'innovation pour aller un petit peu plus loin. Une première importante pour nous, les activités contributives citoyennes, je vais vous en parler tout à l'heure. Et bien sûr, comme on fait toutes les fois, un appel de mémoire et d'opinion éclairée, des citoyens experts, des associations, etc., qui nous amènent à décider avec qui nous amène à aller un peu plus loin. Vous voyez là l'exemple de notre consultation en ligne. On avait choisi un ensemble de sujets où les citoyens pouvaient intervenir.
Et vous avez les activités contributives citoyennes qui, au fond, reprennent la même idée que celle du débat citoyen planétaire. En ce sens qu'on s'est dit, quand on demande aux gens de se présenter à tel endroit, à tel moment, à une heure précise, ça peut être facteur d'exclusion pour un ensemble de citoyens qui n'ont pas le temps, qui ont des barrières physiques, qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, fort de l'expérience de la... Mon Dieu... Ça ne recule pas facilement. Voilà. Fort de l'expérience de la consultation citoyenne, du débat citoyen planétaire, on a refait, vous pouvez voir derrière les petits... on a refait une méthodologie, finalement, qui partait d'un ensemble de textes communs, qui partait d'un ensemble d'outils communs. Et on disait aux gens, vous pouvez, en 2 heures, 2h30, faire un atelier sur juste la question de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin d'un feutre, de gommettes, et on pouvait vous fournir l'ensemble des choses. La deuxième photo, je l'aime beaucoup parce que ça me permet de parler aux gens aussi de quelque chose qui est important, qui pour nous est important et nous préoccupe à l'Office, qui est la question des freins à la participation. On s'est rendu compte que les femmes ne participaient pas beaucoup ici parce que c'est encore elles qui souvent ont la responsabilité de la famille. Et si on leur demande de venir mardi soir à 18h, ils ne viendront pas, ou samedi matin, il faut amener les enfants ailleurs. Et on s'est dit, on va tester une halte garderie. C'est celle-là. Je l'avais. Ah, OK, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parfait, merci. Alors oui, on disait donc, on va tester une halte garderie que vous avez encore aujourd'hui pendant ce colloque, mais qui était la première fois où les gens pouvaient laisser les enfants et venir participer à nos activités. Donc, ils pouvaient soit les organiser dans leur propre milieu, au travail, à la maison, dans un centre communautaire, dans une association, où ils pouvaient venir discuter dans nos bureaux. Et ça, c'est un exemple avec la halte garderie. Et même les enfants ont fait le même exercice pour vous montrer comment on peut partir de choses qui semblent excessivement complexes et être capable de les amener au niveau que tout le monde comprend. Et je vous dirais que les enfants ont pu, en 3 dessins, nous résumer presque toute la journée de recommandations qu'on avait. C'était assez particulier et intéressant. Alors, au bilan, ça nous a donné quoi? 2500 Montréalais. Alors, suite, on avait eu les 100 qui étaient venus au débat citoyen planétaire. Et ça nous a permis de mobiliser 2500 citoyens pour notre consultation, qui ont proposé plus que 500 solutions pour réduire la dépendance des Montréalais aux énergies fossiles, qui a créé une organisation de la société civile. Notre consultation s'appelait Vers Montréal. L'organisation s'est appelée Green Montreal et se sont mis ensemble, donc des gens qui se sont rencontrés dans les diverses activités pour pouvoir poursuivre les objectifs de la consultation, mais surtout interpeller les pouvoirs politiques. Donc, on les retrouve souvent, je dirais peut-être aux grandes dames de certains de nos conseillers municipaux, on les retrouve au conseil municipal en train d'interpeller le maire, le responsable du développement durable, le responsable des parcs, le responsable du transport en commun, à partir des résultats de ces consultations-là, en disant qu'allez-vous faire pour pouvoir les mettre en œuvre. Ça a permis aussi d'ouvrir un canal de communication entre la ville et des citoyens qui avaient développé des idées, des solutions technologiques, et donc de voir comment est-ce qu'on pouvait les mettre en place. Et finalement, ça a donné lieu à un tableau de suivi suite à notre consultation de la ville qui dit qu'il a mis en œuvre plus du 3/4 des recommandations et nous explique comment ils vont le faire. Et encore plus récemment, on a été contacté par une fondation qui veut, avec le financement de la Fédération canadienne des municipalités, transposer ce type de débat à l'échelle canadienne au complet. Donc, on peut voir comment, à partir de quelque chose qui nous paraissait peut-être un peu abstrait, une décision des États pour la COP21, comment est-ce qu'on peut redescendre tout ça à l'intérieur, au niveau des choses qui sont applicables tous les jours par les citoyens. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, on a les détails de notre consultation sur ocpm.qc.ca. Merci, Dominique. C'est vrai que
quand on se pose cette question des dispositifs globaux et de leur impact local, là, votre dernière présentation, on peut aussi se dire les dispositifs locaux pour les impacts globaux. C'est assez intéressant de voir qu'il y a cet aller-retour qui est facilité par des instances comme la vôtre qui permettent des mécanismes de participation indépendants. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, on va peut-être ouvrir à la salle, si vous avez des questions, des interpellations, peut-être aussi d'autres expériences qui vont un peu dans ce sens-là. Non ? Alors, peut-être souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Mais moi, j'étais curieuse en entendant Maïmouna présenter sur le type de moyens que ça vous a pris pour mettre ça en place. Parce que vous dites que vous n'avez pas pu faire beaucoup de suivi, mais quand on vous entend décrire la méthode, j'ai l'impression que les moyens étaient importants. Alors, les moyens humains et matériels étaient assez importants, c'est vrai, parce qu'on n'avait rien en fait. On n'a pas de structure, il fallait faire appel à des bénévoles, il fallait s'organiser, mais il fallait aussi indemniser, parce qu'on a fait déplacer 32 personnes donc de 600 km. Il a fallu les héberger, leur transport. Donc, il fallait vraiment toute une infrastructure et ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Mais l'essentiel, c'est que c'était vraiment réussi. Et surtout les outils, ça a pris aussi beaucoup de moyens et beaucoup de temps parce qu'il fallait tout traduire en arabe, il fallait tout lire. Et ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. C'est vrai, mais ça en valait la peine vraiment. Vraiment, c'était une expérience très, très intéressante. Peut-être dire un mot sur les moyens, parce qu'effectivement, on a décidé de faire cette opération. Pour faire cette opération, il fallait trouver quelques moyens de l'ordre de 1 million d'euros à peu près au total. Et donc, tout ça ne se trouve pas de manière extrêmement simple. Donc, j'avais d'abord écrit aux 140 présidents des plus grandes entreprises présentes en France, qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc beaucoup étaient assez intéressés, je les ai rencontrés. Au final, il n'y en a qu'une seule qui a apporté une contribution, qui est la société Engie. Et puis, alors nous avions mobilisé beaucoup les régions françaises. Et à travers les régions françaises, à travers la coopération décentralisée, beaucoup de régions françaises ont des contacts avec beaucoup de pays, notamment d'Afrique, du Madagascar, etc. Et donc j'avais dit aux régions françaises, non seulement je vous demande de financer votre opération, mais également d'apporter une contribution financière pour aider la région avec laquelle vous travaillez de manière quotidienne pour qu'elle puisse faire cette opération. Donc ça a été assez positif. Et puis, comme le président de la République française de l'époque, M. Hollande, en avait parlé lors de ses vœux, et comme je manquais de moyens, j'ai obtenu 400 000 euros de la ministre de l'écologie de l'époque, Madame Royal, pour venir en aide aux pays qui n'avaient pas les moyens et aux îles notamment. Et donc, dans un délai assez court, on a envoyé de l'argent, pas des sommes considérables, évidemment dans les limites des 400 000 euros, à 61 pays du monde via les ambassades de France. Et donc, ça a permis, parce que évidemment, même si ce n'est pas des moyens considérables, il y a tout de même un minimum de moyens pour organiser, tout de même, on l'a vu à l'instant, une opération qui n'allait tout de même pas de soi, qui était tout de même extrêmement complexe. Il fallait parfois indemniser pour les transports, etc. Et donc, cette petite aide qui variait entre, je crois, le maximum, c'était entre 2 ou 3 000 euros et 10 000 euros, a permis à beaucoup de pays, et sans cette aide, évidemment, beaucoup de pays d'Afrique, des îles du Pacifique n'auraient sans doute pas pu être menés. Ça, on parlait de l'argent tout à l'heure avec M. Jardin, mais évidemment, même si ce n'est pas des sommes considérables, il y a tout de même un minimum de moyens nécessaires pour mener à bien ce type d'opération. Mais si je peux me permettre de dire, M. Léry, ça prend aussi un champion qui est prêt à prendre le bâton du pèlerin et à aller frapper à toutes ces portes, parce que vous auriez pu très bien rester chez vous et dire, bon, ben, on va le faire avec les Français qui veulent bien le faire. C'est vrai. Moi, juste pour compléter, on a reçu 5 000 euros de chez vous, 9 000 euros, c'était l'apport de l'association des maires parlementaires du Gorgol grâce à la région Val-de-Loire, et 3 000 euros, une contribution de l'ambassade de France. Donc on avait reçu 17 000 euros en tout pour organiser cette journée, mais aussi pour organiser l'après-journée, parce qu'il fallait aussi préparer les outils,
le petit booklet, là, il fallait l'imprimer en 400 exemplaires distribués à la presse, organiser des conférences de presse, organisé. Donc vraiment, c'était pour couvrir à peu près 6 mois de travail. Mais la quarantaine de personnes qui ont travaillé vraiment à la cheville ouvrière, c'était tous des bénévoles. Donc, il n'y a pas de salariés. C'était que des bénévoles pour la réussite. Et les citoyens aussi étaient bénévoles. On a juste ceux qui n'ont pas utilisé le bus de la mairie, on les a indemnisés pour leur transport. Et voilà. Ce qui est surprenant quand on voit dans les différents pays, c'est la complicité finalement des villes, des gouvernements locaux ou régionaux dans votre cas. Et quelle écoute, quelle réception vous avez eue de la part des gouvernements nationaux? Finalement, c'est vrai que c'est ce que vous disiez, Monsieur Léry, la question des impacts, elle se pose encore. Mais quand même, est-ce que vous avez eu quand même certains cas intéressants de gouvernements qui se sont mis à l'écoute ou qui ont soutenu cette initiative du débat planétaire dans leur pays? Bon, je pense que de manière générale, il y avait une forte mobilisation du gouvernement français parce que la COP se passait à Paris. Hein. Je ne pense pas de manière générale qu'il y ait cette initiative qui venait vraiment plutôt du terrain. Je pense qu'il y a assez peu de cas où il y ait eu une aide vraiment importante de la part des gouvernements. Hein. Je pense pas que, je vois pas tellement de cas. Une des questions, évidemment, était de valoriser cela. Donc, c'est ce que nous sommes efforcés de faire. Hein. Parce qu'évidemment, nous pensions que c'était quelque chose d'intéressant, d'assez novateur. Mais évidemment, beaucoup de gens nous disaient, tout ça, les négociations, tout ça, il y a des enjeux très importants. C'est des négociations des gouvernements. Prendre en compte le point de vue des citoyens, c'est quelque chose qui ne... c'est déjà, les négociateurs, certains nous disaient, c'est déjà relativement compliqué pour avancer. Si en plus il faut tenir compte des points de vue des citoyens de telle région du monde, des îles, du Pacifique, etc. Donc je pense qu'il y a eu une certaine appropriation tout de même à travers notamment les intercessions de Bonn qui préparent tout de même les négociations où on s'est efforcé de diffuser le plus largement possible cette opération. Mais ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être non plus trop présomptueux et imaginer que ceci a bouleversé les négociations et que c'est grâce au débat planétaire que la COP de Paris a été un succès. Je suis assez loin tout de même d'imaginer cela, mais je pense que, comme cela a été indiqué tout à l'heure, je pense que dans beaucoup de pays, ça a été un élément vraiment... il y avait un enthousiasme d'ailleurs, vraiment. Je vous invite, nous avons aussi une vidéo sur le site de 12 ou 13 minutes qui est vraiment où il y a beaucoup d'expériences d'autres pays. On voit un enthousiasme vraiment tout à fait communicatif de gens qui, dans un certain nombre de pays, c'était vraiment la première fois qu'ils étaient confrontés à cela. Vous parliez en Afghanistan, par exemple, il y avait la parité. Alors évidemment, les hommes discutaient ensemble, les femmes ensemble, mais je crois que c'était une opération tout de même extrêmement novatrice. Et beaucoup, également, on l'a vu, beaucoup des citoyens du monde souhaitent que ce type d'initiative se reproduise à l'avenir, comme l'a indiqué Mamouna. Oui, il y a une question dans la salle. Oui, merci. Jean Paré, donc commissaire à l'Office de consultation publique. Monsieur Léry, vous avez déjà commencé à répondre à ma question. C'est parce qu'au début, vous avez dit qu'il était difficile de mesurer, bien sûr, les résultats sur, par exemple, les enjeux de la COP 21. Par contre, dans les propos de Maïmouna, elle a dit qu'après cette expérience-là, il y a des gens qui ont dit peut-être qu'on pourrait l'appliquer à des questions intérieures chez nous pour aborder des préoccupations ou même des situations conflictuelles. Et puis Dominique l'a illustré avec l'exemple de ce qui a été vécu à Montréal. Alors, je vais vous ramener peut-être dans une perspective générale. Qu'est-ce qu'on a appris qui pourrait s'appliquer soit au niveau des méthodologies ou des approches générales de participation publique d'un exercice d'une telle envergure qui commandait à la fois une grande homogénéité quant au format et au déroulement, mais en tenant compte des diversités très considérables des participants. Peut-être vous, M. Léry, comme premier destinataire de ma question. Vous pouvez préciser un petit peu votre question? Pardon? Vous pouvez préciser un peu votre question? Préciser ma question? Oui. Oui, bien c'est ça. Quels sont les apprentissages qu'on peut retenir de l'exercice
du débat de 2015 en se retournant vers la participation publique, en termes généraux, si vous voulez. Est-ce que sur le plan méthodologique ou sur le plan de la mobilisation des participations, il y a des choses qu'on peut obtenir? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je dirais qu'il y avait une question où on disait « Est-ce que vous pensez que le point de vue citoyen va être entendu ?» Et donc je dois dire que 80% des citoyens, le résultat global des citoyens du monde, c'est 83%, je crois, pensaient que ces résultats allaient influer sur les décisions. Un peu moins, beaucoup moins en France d'ailleurs. Ça, c'est assez classique. Deuxième chose, il y a une initiative qui n'a pas pu être faite non plus sur le plan du financement, parce qu'il n'y avait pas de financement, sur le thème des océans. Il y avait un projet, effectivement, avec le Danish Board of Technology, sur le thème des océans. Mais troisième remarque que je voudrais faire, c'est que nous utilisons maintenant cette méthode du débat citoyen planétaire dans le cadre de nos débats publics que nous réalisons en France sur des grands projets d'équipement ou d'aménagement du territoire, où on en parlait hier dans une séquence, où il est parfois difficile de joindre l'ensemble de la population, puisqu'on disait que dans les réunions publiques, qui vient surtout des hommes, surtout des personnes plutôt un peu âgées, et puis également des gens de catégories socio-professionnelles supérieures. Et donc ce que nous commençons à développer, on a fait une première expérience, mais on va le développer de manière plus générale, c'est ce que nous appelons le dialogue 3D, c'est-à-dire que au-delà de toutes les initiatives que nous faisons, débat public général, ateliers participatifs, conférences de citoyens, débat sur Internet, ce que nous faisons, c'est que nous prenons un échantillon de citoyens représentatifs à différentes échelles du territoire, mais qui sont alors, ou tirés au sort ou choisis un petit peu avec les méthodes du débat citoyen planétaire pour les faire travailler une journée entière sur ces sujets. Pour le premier cas, c'est sur le métro de Toulouse, où nous avons pris une cinquantaine de citoyens de la ville de Toulouse, un certain nombre de citoyens de l'agglomération de Toulouse et un certain nombre de citoyens de la région de Toulouse, mais qui répondent aux caractéristiques du débat planétaire pour les interroger, donc des gens qui ne seraient pas venus dans nos débats, qui n'auraient pas été touchés, pour avoir un point de vue plus représentatif, si vous voulez, de la population concernée. Donc ça, c'est quelque chose, et y compris le Conseil régional d'Île-de-France, on n'a pas pu le faire, mais il est intéressé également que pour des schémas, par exemple, de développement économique, ils étaient intéressés pour qu'on applique cette méthode dans chacun des départements de la région d'Île-de-France pour pouvoir voir quelle est l'opinion, une sorte de conférence de citoyens, mais à une échelle un petit peu plus grande, effectivement, qui serait réalisée. Donc, je pense que ici ou là, dans différents pays, peut-être sous des formes différentes, je pense que ça a donné des idées pour faire des choses et pour faire progresser également la participation des citoyens aux décisions publiques. Je ne sais pas si Maïmouna a des choses à... Moi, je dirais, Jean, que pour nous, effectivement, à Montréal, l'apprentissage qu'on a fait, c'était d'abord de voir que à partir d'une méthodologie commune, on peut simplifier ou on peut rendre plus facilement préhensibles des sujets d'une extrême complexité. Donc, en ce sens-là, ça nous a amené à réfléchir de plus en plus à comment peut-on aider les citoyens à exprimer leur voix dans nos consultations, mais à partir d'un matériel et d'une démarche qui pourrait être un peu plus universelle, sans qu'on soit forcément présent dans chacune des réunions de concertation, à partir justement d'une méthodologie qu'on pourrait mettre en place. Je trouve aussi que ça montre tout de même la capacité d'innovation des acteurs locaux dans tous les pays, hein, parce que la méthodologie du Danish Board danois est quand même assez rigide, je dois dire. Hein. Bon, donc oui, très rigide. J'insistais souvent pour dire que il était peut-être difficile d'appliquer rigoureusement, absolument la même méthode à Copenhague que dans certaines régions du monde. Hein. Mais néanmoins, je pense qu'on était assez proche effectivement de cette méthode et on a vu avec peu de moyens, je pense au Burkina Faso par exemple, où il y a plusieurs langues locales,
Et donc, les gens ont traduit ces documents, qui étaient tout de même assez longs, dans 3 ou 4 dialectes locaux, de manière à ce qu'il y ait un échantillon qui représente l'ensemble des ethnies du pays, par exemple. Et donc, ça montre que la capacité, tout de même, d'acteurs, avec des moyens assez limités, de faire des choses finalement assez extraordinaires. Est-ce qu'il y a... Oui, une question. Micro derrière. Ce qui est impressionnant, le micro est derrière. Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'il y a aussi un consensus finalement assez fort de cette notion de citoyenneté mondiale. Ça la rend concrète à travers les résultats. Oui, je crois qu'on... Pardon. Après. Oui, bonjour. J'avais une question pour les intervenants. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si vous pensez que le numérique et la révolution numérique, elle a de sa part révolutionné aussi la participation citoyenne. Est-ce que vous trouvez que l'avenue du numérique et toute la technologie numérique, elle a aidé à accentuer le débat et la participation citoyenne, ou elle l'a fait reculer, ou comment vous envisagez cette révolution apportée par le numérique dans le débat actuel sur la participation sans inclusion? Merci. Enfin, indépendamment du débat planétaire, nous avons fait une enquête quantitative et qualitative en France sur ces sujets. Et on a dit, est-ce que depuis le numérique, avec les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que les gouvernements prennent davantage en compte les avis des citoyens? Le résultat est assez mitigé. Je crois qu'il y a 41% pensent que ça a permis d'améliorer la prise en compte de la voix des citoyens, 49% pensent le contraire. Donc, je pense que, bien entendu, ça donne une facilité peut-être de s'exprimer. Est-ce que ça conduit à une meilleure prise en compte? Tout ça n'est, je pense, pas absolument évident. Mais... Alors moi, chez moi, l'accès au numérique est encore pas à 100%. Donc il faut être en ville, il faut avoir de l'électricité, il faut avoir un débit 3G, donc c'est pas accessible à tout le monde. Néanmoins, ce que le citoyen lambda retient du débat citoyen planétaire lorsqu'il a vu ces outils travailler, c'est qu'il était extrêmement heureux et fier de réaliser que lui et le citoyen canadien, français, malgache, tous les citoyens du monde, qu'il avait à peu près la même compréhension, qu'il avait les mêmes préoccupations, les mêmes sentiments, et il s'est senti humain. Donc c'est vraiment une dimension, ça nous a ramené à une dimension extraordinaire que les politiques souvent chez nous disent « Non, ça c'est pas valable pour vous parce que vous êtes ici, c'est valable pour les autres ». Et ça a permis de casser cela. Et ça c'est extrêmement important. Ce qui est valable pour les autres est aussi valable pour nous. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est grâce à cet outil-là, à cette technologie, à cette révolution. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait jamais eu accès à ce sentiment-là d'universalité et d'être en contact avec tout le monde. Et ils ont pu voir instantanément, ils ont pu parler avec des Italiens qui avaient envie de voir, on se parlait, et c'était vraiment extraordinaire. Donc, je pense que la révolution numérique, chez nous en tout cas, la perception qu'on a eue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, et si je peux me permettre, pour nous, indépendamment nous aussi du débat citoyen planétaire, je pense que le numérique a sur la participation un effet intéressant en ce sens que c'est toujours un jeu, quand on essaye de faire de la participation citoyenne, les gens vont nous dire « Ah, je serais venu si j'avais entendu parler de votre débat, de votre consultation, de votre concertation. » Alors, je pense que l'effet direct que nous, on a pu constater de façon empirique, c'est que depuis qu'on utilise les médias sociaux, depuis qu'on travaille beaucoup avec le web, depuis qu'on inclut une dimension numérique, non seulement on a un grand nombre de personnes qui contribuent, mais encore on a de plus en plus de gens qui viennent physiquement à nos consultations parce que, au fond, c'est presque un outil de publicité supplémentaire qui peut se démultiplier rapidement, donc qui permet aux gens d'être au courant que la consultation a lieu et de pouvoir
pouvoir mettre leur grain de sel autant qu'ils veulent participer, que ce soit en répondant à un questionnaire en ligne, que ce soit en faisant des commentaires sur une plateforme ou même que ça les amène à se déplacer pour venir physiquement dans un événement. Donc, pour nous, on pense qu'il y a un potentiel là qu'il faut rapidement être capable d'harnacher et de développer. Si je peux ajouter un mot, c'est-à-dire, je crois qu'on en parlait hier dans une autre séquence, si vous voulez, je pense que c'est très très différent que des gens répondent à des questions ou s'expriment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., avec le dialogue, avec la délibération par petits groupes, dont je parlais hier, au-delà de la démocratie représentative, participative, c'est la démocratie délibérative. Je crois que si on avait fait le même exercice, si vous voulez, ça c'est ce que certains ministres en France voulaient faire, sur le thème 10 000 citoyens à l'échelle du monde, c'est pas représentatif, etc. Faisons un truc par Internet avec des millions de réponses. Je pense que cet exercice-là a beaucoup plus de valeur, si vous voulez, par le dialogue, la réflexion commune, une journée entière par groupe de 6, que ce soit au Pérou, en Iran ou ailleurs, que simplement des gens qui répondent à des questions depuis chez eux, d'autant que les sujets sont tout de même assez complexes. Et donc, je pense que l'idée que Internet va révolutionner cela. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'apports possibles, évidemment, de nouveaux moyens, mais je pense que ce serait une erreur d'imaginer qu'on va progresser beaucoup uniquement en demandant l'avis aux citoyens, en répondant par oui ou par non à des questions. Je pense que ce serait sans doute une mauvaise piste. Oui, c'est ce qu'on appelle le push-button democracy. Oui, donc Internet, ça reste un outil, en somme, à partir du moment où ce qui se passe, c'est vraiment du présentiel, du lien, de la cohésion. Et puis ça permet donc de refléter aussi une image de ce qui on est en participant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Dernière chance. Oui, monsieur? Je dis dernière chance parce qu'il nous reste 5 minutes. Je vous rappelle que les outils méthodologiques sont en bas, vous dites au sous-sol, à l'accueil, là où on prend le café, j'imagine, et aussi disponible en ligne sur le site. Et sur le site, il y a les résultats dans les silences des Nations Unies, donc la méthodologie, on peut comparer pays par pays, groupe de pays par groupe de pays, tout est dans les silences. Et le site s'appelle Débat planétaire? World Values. Oui. Oui. Bon, moi je voulais juste d'abord vous remercier de ces présentations qui posent vraiment un cas très sérieux dans le monde, plus particulièrement en Afrique. J'ai écouté la présentation de ma collègue Maïmouna et je suis au courant, je sais très bien que ça a été, elle a mobilisé en Mauritanie ce débat autour des citoyens sur le changement climatique. Et aujourd'hui, je me pose la question, après toutes ces mobilisations au niveau local, je me pose la question au niveau du suivi. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de ces dispositifs, l'avenir de ces dispositifs, l'avenir de cette mobilisation à court terme? Et quelle articulation ou quelle relation, quelle collaboration avec les autorités locales? Je dirais même avec l'État, mais je dis avec les autorités parce que les collectivités territoriales sont interpellées aussi sur le changement climatique. C'est vrai, il y a une collaboration avec l'association des maires parlementaires de Gorgol, c'est une bonne chose, mais que cette collaboration ne s'arrête pas juste à l'organisation d'une journée. Et je pense bien, moi je vois que ça pourrait continuer et toucher un peu les domaines thématiques des collectivités territoriales. C'est déjà amorcé, mais ça devrait normalement continuer. Donc je voulais un peu des points d'éclaircissement autour de ça. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage que le suivi après la COP 21, ça s'est un peu relâché. On a beaucoup travaillé ensemble avec l'association des maires et l'association Rim Youth Climate Movement pour la restitution. On s'est mobilisé pour organiser des rencontres avec la presse, avec les élus, avec les autorités et le gouvernement.
ce que je peux assurer, c'est que maintenant, ils ont un outil entre les mains. Ils ont des résultats, ils ont la voix citoyenne, ils ont ce que, pour améliorer leur réflexion, pour améliorer leur travail, pour leur compréhension, ce que vous voulez, ils ont un outil à disposition. Ils ont sur Internet, ils l'ont sur papier. Je ne sais pas s'ils ont mesuré ou s'ils ont envie. Peut-être qu'ils n'ont même pas envie. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est que nos ministères, le ministère de l'Environnement, après, il est toujours fier de dire oui, on a organisé le débat citoyen planétaire. Il est toujours fier de me montrer comme exemple. Mais je parierais qu'il ne sait même pas qu'est-ce que le contenu de ce qu'on a fait. Mais il n'est pas le seul. Ce n'est pas de sa faute. Mais comment je vais dire, c'est l'air du temps. Ils sont tellement chargés, ils ont tellement d'agenda, et ce n'est pas une préoccupation pour eux, ce que les citoyens, la participation citoyenne, ce n'est pas dans l'agenda politique. Je ne sais pas, est-ce qu'un jour en Mauritanie, on aura une commission du débat public? Ce n'est même pas dans l'agenda, ce n'est pas dans leurs préoccupations. Écouter les citoyens, on est très loin de ça. Mais ça n'empêche pas que les citoyens eux-mêmes, même s'ils sont en avance par rapport au gouvernement, à nos élus et à nos parlementaires, l'association des maires, le président est un élu. Il est à l'Assemblée actuellement, c'est M. Sia Adama. Je ne l'ai plus revu après, c'est dommage. Je le rencontre à l'aéroport seulement quand on voyage. Des fois, on se croise dans les aéroports. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire ensemble, mais pour l'instant, il n'y a que la presse. Même les centres de recherche, les universitaires sont beaucoup moins intéressés. Les citoyens sont beaucoup plus intéressés. J'ai encore plus d'interprétations, d'interpellations au niveau des citoyens qui me disent est-ce qu'on ne peut pas organiser la même chose pour parler des problèmes de l'éducation, de la santé, du conflit entre les Soninké et les Wolof, par exemple, ou les Soninké. Il y a une forte demande citoyenne, mais personne n'écoute. Ils ont d'autres agendas, les politiciens, malheureusement. Que voulez-vous? Mais on est là, on attend. Bon, moi aussi, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Je suis journaliste, j'ai d'autres préoccupations. C'était un exercice fabuleux, mais je ne suis pas spécialiste, malheureusement. Donc, voilà. Mais il y a une matière, il y a quelque chose qui est resté quand même. Il y a une prise de conscience qui est là, donc il y a un terrain. Il y a beaucoup de perspectives et un jour, peut-être que je vais me consacrer rien qu'à ça, parce que ça vaut la peine, vraiment. Merci. Merci Maïmouna. On va peut-être conclure, il est 4h30 à moins que vous ayez peut-être un dernier mot de conclusion chacun. Non, simplement dire le plaisir qu'on a eu, nous, de participer à ce dispositif et comment est-ce que ça a nourri l'apprentissage, l'expérience a nourri l'ensemble de notre pratique depuis 2015, finalement, pour pouvoir nous permettre de mettre de plus en plus de gens en mouvement autour de la participation citoyenne dans nos débats locaux. Un dernier mot, je ne sais pas. C'était une aventure extraordinaire. Je serais partante pour la recommencer, la reprendre, l'institutionnaliser comme ça a été entendu ici. Évidemment, pourquoi pas aussi rêver un gouvernement citoyen après la conférence citoyenne, après un gouvernement vraiment citoyen mondial, pourquoi pas, on va rêver. Merci en tout cas. Non, mais je pense que ça a donné dans des pays sous des formes différentes peut-être l'idée de faire des choses peut-être différemment, hein, et donc sur des thèmes différents, dans des formats évidemment différents peut-être, parce que les gens ont pu voir tout de même l'enthousiasme des gens de participer, la fierté aussi de participer à un enjeu qui est un enjeu qui concerne l'ensemble de l'humanité, et donc la perception, je crois qui a été assez forte, qu'évoquait Madame Figueres dans une des conférences de presse à Bonn, que peut-être les citoyens ont vu qu'ils sont tous finalement sur le même bateau, et que les égoïsmes qu'on peut avoir, comme le disait Maïmouna, les chefs d'État et de gouvernement ont des préoccupations du court terme, évidemment des contraintes qui sont extrêmement fortes, et que peut-être l'aiguillon des citoyens, avec une vision de plus long terme finalement, détachée évidemment peut-être des responsabilités quotidiennes du pouvoir, que ceci pouvait être un aiguillon, et peut-être surtout, je crois que ce qui est important, cet exercice a montré que modestement, les dirigeants avaient la légitimité des citoyens pour prendre des décisions ambitieuses et courageuses. Affaire à suivre.